Vous avez eu peur? J'espère pas, parce que c'est rien comparé aux 2 threads d'horreur longs qui vont suivre dans cette vidéo. Alors j'espère que vous êtes prêts. Pour ceux qui sont passés à côté de la meilleure chaîne d'horreur de tous les temps, je me présente. Je m'appelle Henri, j'aimerais bien réussir ma vie, être aimé. Merde, c'est pas le bon script. Plus sérieusement, sur cette chaîne, on raconte des threads d'horreur, des crimes, on fait des enquêtes, on visite des lieux abandonnés, supposément hantés, et tout ce qui touche à l'horreur. Alors pour rectifier ton erreur de ne pas être abonné, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et moi je vous invite à me suivre, si vous en avez le courage, pour aller ensemble dans les tréfonds de l'humanité et de l'horreur. Générique. Attention, c'est sûrement mon thread préféré de tous les temps. Et pourtant j'en ai lu, putain. Déjà, le mec s'appelle Maxime. Bon, voilà. Comme moi, pour ceux qui le savent pas, et c'est un jeune homme de 26 ans. Bordel, comme moi aussi. Je vous jure, c'est pas moi par contre, hein. Qui habite la région des Bouches-du-Rhône. Cette histoire se déroule 2 semaines après l'obtention de son premier appartement. Il tient à préciser que son enfance a été très relaxe. Ses parents ont été très détendus. Cependant, cela a finalement conduit à cette mauvaise histoire qui a corrigé instantanément ses mauvaises habitudes. Durant toute son enfance, chez lui, il ne fermait jamais la maison ni la voiture à clé, sauf le soir. Maxime a malheureusement hérité de la naïveté de ses parents, se sentant confiant grâce à l'obtention de son nouvel appartement. En plus de ça, il se sent enfin adulte. Donc peu après son arrivée dans son nouvel appartement, Maxime est invité à une soirée chez un de ses anciens amis. De ce côté-là, il n'y a aucun problème, la soirée se passe bien, mais il finit par rentrer en voiture totalement alcoolisé, et il nous déconseille de le faire. Oui, il a raison, c'est pas une bonne idée de le faire. Alors qu'il allume donc le moteur de sa voiture et met son poste radio à fond, complètement saoul, il se met à chanter comme un idiot, pensant qu'il est seul. C'est alors que son regard atteint le rétroviseur central de sa voiture, qui est très mal réglé, à sa grande chance au final. Dans son rétroviseur, il voit quelque chose qui le terrifie. Il voit des chaussures Nike rouges et noires très usées, qui, comme vous l'auriez deviné, ne sont pas les siennes. Son souffle se coupe d'un coup, et il regarde plus attentivement. Il voit effectivement une personne cachée sous une bâche noire, de la même couleur que les sièges arrière. Ok, bon. Là, il est au volant de sa voiture, un mec est caché derrière lui, que fait-il? C'est alors qu'en un instant, Maxime se rend compte que si la personne avait voulu l'attaquer plus tôt, elle l'aurait fait. La meilleure solution, selon lui, est donc d'agir comme si de rien n'était. Sur la route, il veut absolument faire croire qu'il n'a rien marqué. Malgré tout, avec l'énorme arrivée de stress, en plus de l'alcool, il commence à avoir mal au ventre. C'est donc peut-être grâce à l'alcool, mais il décide de tourner ça à son avantage en se relâchant. Une preuve de plus pour le ravisseur qu'il est totalement à l'aise et se croit tout seul. Si vous n'avez pas compris, quand il parle de se relâcher, il se met à péter dans sa voiture. Voilà, c'est le truc le plus charmant que j'ai jamais lu. Et c'est aussi pour ça que c'est mon histoire préférée. Oui, je suis un mec, à moi, les paix, le caca, tout ça, ça me fait rire. Voilà. Ainsi, il chante totalement bourré tout en lâchant allègrement ses meilleures caisses, asphyxiant un total inconnu pendant 20 minutes. Oui, parce qu'il explique que ses paix, il sentait vraiment pas la rose. Voilà. Il voit par ailleurs dans le rétroviseur les chaussures bouger plusieurs fois. Peut-être que l'odeur de son cul l'a atteint. En tout cas, c'est la déduction qu'il en fait. En revenant chez lui et après s'être garé, il ne perd pas un instant. Il sort d'une vitesse affolante due à l'adrénaline, mais en même temps, le monsieur, oui, car il s'est rendu compte que c'était une voix d'homme, se met à crier. Il a sûrement dû se rendre compte que Maxime est en panique. Il essaie ensuite d'ouvrir la portière gauche en essayant de lui attraper le manteau, ce qu'il réussit, et un combat de force s'engage. Maxime réussit par gagner. Normal, il s'appelle Maxime, il peut pas perdre. Sûrement parce que l'homme est en mauvaise posture, à moitié allongé avec sa bâche. L'odeur de ses fesses l'ayant sûrement déboussolé. C'est lui-même qui le dit, hein, c'est pas moi, c'est même pas une blague, c'est genre vraiment lui qui le dit. Ça devait vraiment puer la mort pour qu'il se dise ça. Hein. Après s'être libéré, Maxime parvient à l'enfermer dans sa voiture, enfermant directement à clé. Il se dépêche de rentrer chez lui en panique, puis fait de même en fermant à clé son appartement. Tout de suite après, c'est lui encore qui le dit, il part démouler son meilleur cake car il ne peut plus attendre tout en appelant les flics. À leur arrivée, il découvre apparemment la vitre du coffre pétée sans personne à l'intérieur. Seulement, ils lui font aussi part de traces de lutte. Plus précisément de marques de couteau ou d'un objet tranchant sur le siège arrière, que l'homme a sûrement dû faire en se débattant lors du duel de force. Sain et sauf, voilà comment il a survécu grâce à son instinct, l'alcool et probablement son cul. Ah, je vous ai dit, c'est mon histoire préférée, hein. Vraiment, je peux pas dire autrement, c'est incroyable cette histoire. Le mec pense qu'il a été sauvé par ses paix. Qui l'eût cru qu'un jour quelqu'un pourrait être sauvé par ses paix? Personne. On passe maintenant à la prochaine histoire. Cette prochaine histoire, c'est celle de Noélie. Elle a 17 ans aujourd'hui et lors des faits, elle avait 13 ans. Elle va nous mettre un peu dans le bain en expliquant le contexte. À cette période, elle vivait dans une ville assez grande, mais comme elle y habitait depuis sa naissance, elle connaissait presque tout le monde. Elle était alors au collège, en 4e, plus précisément. À cette période de sa vie, à cause de certains problèmes personnels, elle se renfermait beaucoup sur elle-même, ce qui fait qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis, ou
presque pas du tout. Grosse force à toi Noélie, on espère que ça va mieux aujourd'hui. Maintenant que le contexte est posé, elle peut commencer à raconter ce qui s'est passé. À ce moment-là, c'était en mai, il faisait plutôt bon dehors et elle sortait souvent avec des vêtements légers. Une précision importante, elle avait toujours eu une forte poitrine, ce qui lui valait beaucoup de moqueries. Ce détail a bien son importance pour la suite. On a compris un peu dans quel sens va partir l'histoire. Malheureusement, vêtements légers, grosse poitrine, gros pervers pas loin. Un matin, elle part donc comme d'habitude à 7 h du matin, se préparant à faire la marche de chez elle jusqu'à son collège, qui est à 1 km de chez elle. Comme elle l'a précisé, elle n'avait pas beaucoup d'amis, donc elle faisait la plupart du temps le trajet seule, avec ses écouteurs dans les oreilles. Elle avait néanmoins un toc systématique, elle détestait ne pas entendre les bruits autour d'elle, alors elle avait l'habitude de mettre le son assez bas pour tout entendre. Que je comprends parfaitement, je fais exactement pareil. Et vous faites pareil ou pas? Moi, même quand je joue chez moi, j'enlève toujours une oreille par réflexe, genre mon corps le fait instinctivement, juste pour entendre ce qui se passe autour. Non, ça me stresse. Premier degré, hein. Et vous le faites ou c'est juste elle et moi qui sommes fous? Bref, alors qu'elle marchait comme à son habitude, soudain, elle entend des pas derrière elle. Rien d'alarmant, personne ne marche vraiment seul dans la rue. Donc sur le moment, elle ne s'attarde pas trop sur la chose, mais soudain, elle entend la personne marmonner des choses qu'elle ne peut pas entendre à cause de sa musique, bien qu'elle n'ait pas mis le son à fond. Cette fois-ci, elle commence à psychoter un peu. Dans les virages, la personne la suit, mais elle n'ose pas se retourner, donc elle ne sait pas dire si c'est un homme ou une femme. Puis, une idée lui traverse la tête. Elle fait semblant que son téléphone vibre comme si quelqu'un l'appelait, et elle entend la personne grommeler derrière elle comme si cet appel l'agaçait. Elle s'arrête alors net pour faire semblant de répondre à l'appel, et ses doutes malheureusement se confirment. Dès que l'inconnu voit qu'elle a un appel, il entend jurer avant de se retourner et de s'enfoncer dans une ruelle plus loin. Elle est un peu choquée de ce qui vient de se passer, mais elle décide de reprendre sa route jusqu'à son collège. Quelques jours plus tard, rien de bizarre à signaler, à part le fait qu'elle se sent observée et gênée par quelque chose, mais elle décide de l'ignorer. Et voilà qu'un jour, elle a envie de passer à la bibliothèque car elle est fan de littérature et qu'elle a besoin de se détendre. Sur la route de la bibliothèque, elle aperçoit un homme derrière un arbre d'une manière plutôt étrange. Il ne cherche pas à se cacher, juste à observer quelque chose en particulier. Juste derrière lui est garée une Clio grise dont elle ne retient pas la plaque. Plus elle se rapproche de lui, plus elle commence à sentir un malaise pesant. Heureusement, elle est une personne qui préfère être trop prudente que pas assez. Alors à la seconde où elle arrive à sa hauteur, elle court hors du trottoir pour passer de l'autre côté en tapant un sprint jusqu'à la grille de la bibliothèque. Elle entend des pas rythmés derrière elle, mais au bout d'un moment, il se stoppe net. Elle se retourne alors et voit l'inconnu serrer les dents d'un air frustré. Puis il monte dans la Clio grise et démarre. Toujours sous le choc, elle décide de rentrer dans la bibliothèque et d'y rester 3 heures, ayant peur qu'il l'attende à l'extérieur. Malheureusement, quand elle sort de la bibliothèque, il fait assez sombre, donc ce n'est pas plus rassurant. Ah oui, il aurait fallu penser que rester trop longtemps, bah au moment il y a la nuit. Aïe aïe aïe, ça pue cette histoire. C'est pas comme l'épée de la première histoire, hein. Ok, là je suis parti en freestyle et le chien parce que je suis fou, je pense. Donc malheureusement, quand elle sort de la bibliothèque, il fait sombre. Pour couronner le tout, elle n'a plus de batterie, mais sous la paranoïa, elle décide de mettre ses écouteurs, même si elle ne peut mettre aucune musique. Elle marche alors jusqu'à chez elle, puis appuyée contre un arrêt de bus, elle voit l'homme de tout à l'heure. Elle se fige, se demandant s'il l'a vu ou quoi que ce soit d'autre. Il tourne son regard vers elle, puis un sourire écœurant et satisfait s'élargit sur son visage. Elle n'arrive même plus à bouger, se demandant si c'est réel ou non. L'homme s'approche lentement d'elle, tandis qu'elle est toujours clouée au sol. Il s'arrête devant elle, puis il regarde en détail son corps d'un regard pervers. Ce jour-là, elle regrette d'avoir mis une robe qui révèle son cou et sa poitrine. Son regard écœurant s'arrête justement sur sa poitrine. C'est trop pour elle. Elle est prise d'une énorme colère quand il essaie de toucher son bras et elle lui donne un coup de pied dans les parties intimes, ce qui lui arrache une grimace de douleur. Bien joué. Le souffle rapidement court et les poumons brûlants, mais elle s'en fiche. Elle court de toutes ses forces. Arrivée devant la grille de son appartement, essoufflée, elle reprend sa respiration et rentre chez elle en saluant sa mère, comme si de rien n'était. Elle n'en a jamais parlé à personne. Depuis cette histoire, elle a eu et a toujours peur de sortir, même si elle essaie d'aller au-delà de ce traumatisme. En tout cas, bien joué le coup dans les couilles. J'espère qu'il a eu bien mal. Et j'espère même qu'il est encore au sol. Et peut-être même qu'il aura des séquelles, tiens. Voilà, hein. C'est pas bien de souhaiter ça pour les gens. Mais pour ce type de gens-là, on s'en bat les couilles. Et c'est le cas de le dire. La première histoire, c'est celle de Lucas. Et il nous explique qu'il est sur Reddit depuis un certain temps. Mais il est complètement inactif. Cette histoire est sa toute première. Et il tient absolument à préciser que tout ce qu'il va raconter est vrai. Cette histoire s'est passée le 27 août dernier. Il habite dans un village perdu au milieu de la Bretagne avec environ 500 habitants, dont 95% sont des personnes âgées. C'est la vraie campagne. Avec quelques jeunes du village, qu'il connaît depuis qu'il est tout petit, il forme un groupe d'amis. Régulièrement, pendant les vacances, ils organisent des soirées chez l'un ou l'autre. Le 26, en fin d'après-midi, un ami appelle et lui dit qu'il organise une petite soirée chill en fin de vacances chez lui, à l'autre bout du village, en pleine campagne, à environ 15 minutes à pied de chez lui. La soirée se passe bien, ils sont 6 et il précise qu'il n'y avait pas beaucoup d'alcool. Il a bu 2 bières en 8 heures, et pas du tout de drogue.
Donc l'histoire qui va suivre n'est pas le fruit du cerveau d'un gars complètement défoncé. Merci de le préciser, parce qu'on sait jamais, hein, voilà, écoutez, au moins ça précise des choses, et pour les sceptiques, eh ben, vous pourrez pas dire qu'il était défoncé. Voilà. Vers 6 h du matin, il décide de rentrer chez lui seul en passant par les petits chemins de campagne pour gagner du temps. Après 5 minutes, il entend qu'une voiture arrive lentement derrière lui. Quand elle arrive à sa hauteur, il constate que c'est une 2 chevaux, une vieille voiture, ce qui rend déjà la rencontre un peu spéciale. La vitre se baisse et un homme d'environ la cinquantaine avec les cheveux dégarnis et une aura de mec gentil lui demande ce qu'il fait là à cette heure-là. Il explique qu'il rentre de soirée et les deux discutent brièvement. L'homme lui informe qu'il est gendarme et qu'il rentre de son service de nuit. Lucas explique que le monsieur dégage quelque chose de vraiment positif et bienveillant, à tel point qu'il le fait sourire. C'est un peu le cliché du gentil petit vieux cool, sauf que lui n'est pas vieux et semble venir d'une autre époque. Il roule en 2 chevaux, porte un costume marron clair et un accent breton assez prononcé, qui est alors plus courant chez les octogénaires que chez les gens de son âge. Par réflexe de mec gentil, il lui propose de le ramener chez lui pour être prudent, mais Lucas refuse car il est tellement gentil qu'il ne veut pas l'embêter après un service de nuit. L'homme s'en va en lui souriant et en lui faisant une blague. Ne tombe pas dans le fossé, jeune. Il rentre chez lui en se disant que ce mec est vraiment cool, même s'il ne l'a jamais vu ici auparavant. Puis il va se coucher et l'histoire se termine là. Non, c'est faux, sinon ce serait pas dans un thread horreur. Après cette soirée donc, et après être rentré tard, il se réveille à 15 h et tout le groupe du village a prévu de se rejoindre au parc à 16 h pour passer du temps avec quelques amis qui n'ont pas pu venir à la soirée de la veille. Parmi eux, il y a Sarah, n'est pas son vrai nom, il tient à garder son anonymat, dont les grands-parents maternels sont décédés avant sa naissance. Lucas raconte donc la belle rencontre qu'il a eue en rentrant sans trop prêter attention à Sarah, qui semble bizarre, voire mal à l'aise. Le petit rassemblement ne dure qu'1 heure avant que tout le monde commence à rentrer. C'est au tour de Lucas de partir et Sarah vient lui parler avant qu'il parte. Elle a l'impression qu'elle va fondre en larmes et lui dit ceci mot pour mot. « Lucas, tu sais que je n'ai jamais connu mes grands-parents maternels car ils sont morts tous les deux en 91 ?» Il répond que oui et elle continue. « Mon grand-père était gendarme de nuit et il est mort dans un accident de voiture en rentrant du travail sur une route près d'ici. Sa dernière voiture était une 2 chevaux blanche. » Alors déjà, comment tu meurs dans une 2 chevaux blanche à la vitesse à laquelle tu vas? Je rigole, putain, je suis horrible. Mon dieu. Aïe aïe, je vais peut-être vraiment me faire bannir un jour. Pas cool. Bref, après lui avoir dit ça, elle se met à pleurer et appelle sa mère en lui demandant de venir rapidement au parc avec une photo de Pépé. La mère de Sarah arrive et entre-temps, Sarah réussit à se calmer un peu, bien que choquée. Il explique rapidement à la mère ce qui lui est arrivé et elle reste littéralement bouche bée. Elle raconte que son père rentrait toujours par cette route, qu'il était toujours serviable et souriant et qu'il utilisait souvent l'expression jeune. Bon, ça en quelque sorte, beaucoup de gens l'utilisent. Elle sort la photo donc de son père et là, il hallucine. C'est exactement cet homme qu'il a vu le matin même, 33 ans après sa mort. Il a essayé de réfléchir à toutes les éventualités, faux souvenirs, etc. Mais il n'a trouvé aucune explication. Quant à Sarah et à sa mère, elle pense qu'il s'agit de l'esprit du grand-père resté ici pour veiller sur elle et sur son village bien-aimé. À la fin de cette histoire, il demande si quelqu'un ou plusieurs personnes peuvent lui apporter des explications sur ce qui lui est arrivé. Alors, il y a plusieurs théories. C'est un thread d'horreur parce qu'il y a des fantômes, mais ce n'est pas vraiment horrible. Moi, j'ai plusieurs théories. La première, c'est une association d'idées. Peut-être que du coup, tu es tombé vraiment sur quelqu'un sur la route qui avait une 2 chevaux, qui lui ressemblait énormément, mais tu as fait l'association. Peut-être. Peut-être qu'on ne sait pas tout aussi. Peut-être qu'il y a possibilité d'avoir des apparitions d'esprits comme ça, de manière vraiment physique, qui ont l'air réelles. En tout cas, il y a des gens qui attestent pouvoir faire ça, même si j'y crois très peu. Je vous avoue que je suis plutôt scientifique, donc j'y crois très peu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que cette histoire est quand même assez troublante, si elle est vraie évidemment, mais je pars du principe que j'essaie de faire confiance aux personnes qui postent des histoires sur Reddit. Si jamais ils mentent, eh bien ce n'est malheureusement pas de mon ressort. Mais en tout cas, si c'est réel, eh bien il y a soit une explication logique, soit une explication paranormale. Et pour vous, est-ce une explication logique ou paranormale ? On passe maintenant à la seconde histoire, et attention, c'est une vraie histoire assez lourde, rapide, mais on sort un peu des threads d'horreur, on va dire standards, un peu légers, sur lesquels on peut faire des blagues, etc. Et on rentre dans du concret. Là, c'est pas très rigolo ce qui lui est arrivé, et pour le coup, si ma vidéo peut servir à vous mettre en garde, tant mieux. Bref, on y va. En juin 2023, Alice est inscrite sur plusieurs applications de rencontres et a l'habitude de rencontrer des gens sans prévenir ses amis. Après avoir échangé des messages avec un homme, il l'invite chez lui. Elle prend un Uber et lui annonce son arrivée. Cependant, la porte de l'immeuble est cassée et elle commence à se sentir mal à l'aise en voyant que le bâtiment est en mauvais état. Malgré l'absence de réponse, elle décide de frapper à la porte de l'appartement neuf qu'il lui avait indiqué. Mais toujours pas de réponse.
Elle retourne à l'entrée de l'immeuble et prévient l'homme qu'elle partira si elle n'a pas de nouvelles. Mais elle le voit alors arriver dans le hall et elle le suit jusqu'à l'appartement 15. Elle se dit alors que quelque chose ne va pas. Et elle lui dit « Bizarre, tu m'as pas envoyé un message en parlant de l'appartement 9 ?» L'homme répond juste « Non, je n'ai pas dit ça. » Elle insiste alors en lui montrant le téléphone avec leur conversation. « Mais c'est bien toi qui m'as dit ça avec ton numéro de téléphone ?» Il lui répond que oui et que c'est sûrement qu'il s'est trompé. Une fois à l'intérieur avec lui, elle se sent très mal à l'aise. L'appartement est dans un sale état et tout est délabré. Et ça sent vraiment mauvais. Il s'assoit sur un lit un peu sale et lui dit « Alors, tu me suces ?» Ok. Meilleure façon de draguer quelqu'un. Franchement, moi la prochaine fois que je suis en date, même si ça m'arrivera pas parce que je suis en couple, mais si un jour je me retrouve en date, premier truc que je me pose et je fais « Alors, tu me suces ?» Franchement, je suis sûr que la meuf, elle va dire oui direct. Hein. Je suis sûr. Vous en pensez quoi, vous, mesdames? Est-ce que c'est pas la meilleure idée pour vous draguer, finalement? De se poser et de dire « Hey, tu me suces ?» Pardon, mais c'est pas drôle ce qui arrive, mais ça me fait rire, quoi. À ce moment-là, elle dit non, mais la panique commence à monter. Elle lui explique alors gentiment qu'elle a dû se tromper de personne, vu qu'on n'est même pas dans l'appartement neuf, et elle décide de partir. Elle déverrouille la porte et pose un pied dans le couloir lorsque soudainement, elle ressent une brûlure dans son dos. C'est la cigarette de l'homme. Et il la tire violemment vers l'intérieur. Elle se débat, mais il la frappe. Il lui vole son sac et elle se retrouve par terre dans le couloir après avoir reçu un coup de pied dans la mâchoire. Il referme la porte derrière lui, la laissant en sang. Elle arrive alors tant bien que mal à se relever et part en courant et appelle la police. Après ce soir-là, il lui envoie simplement un message, un point d'interrogation. What the fuck? Elle a donc subi 2 fractures de la mâchoire, 2 dents cassées, dont une retirée et 2 graves ecchymoses. L'agresseur est maintenant en prison, accusé de 4 chefs d'accusation. Mais le procès de sentence n'a pas encore eu lieu. Voilà, elle s'en est sortie de peu, et voici l'article. Et ce n'est pas arrivé qu'à elle, puisqu'il y a bien 2 femmes dans cet article. Voilà, l'article est dans la description si vous voulez en savoir plus. Grosse force à toi, en tout cas, j'espère que tu t'en es remis, et fais bien attention maintenant quand tu vas voir quelqu'un, et préviens ton entourage. Voilà, là je rigole plus du tout. En tout cas, on est content quand même que tu t'en sois sorti, on va dire indemne, en dehors du fait que tu es vivante et qu'il ne t'ait pas fait d'autres violences qui auraient pu te laisser d'autres séquelles, on va dire. Voilà, grosse force à toi en tout cas. Bref, maintenant on passe à l'histoire 3. Cette histoire, c'est l'histoire de Nina. Et elle a décidé de partager une expérience un peu angoissante qui lui est arrivée à l'âge de 17 ans, dans le but de s'en libérer un peu. Ses parents étaient alors sortis dîner chez des amis, et ses frères étaient absents. Elle se retrouvait donc seule à la maison, ce qui était plutôt cool pour elle. Elle a alors décidé de passer une soirée tranquille à regarder des films dans le salon sur grand écran, en se préparant un repas très peu diététique. Elle en profite, puisque ses parents n'étaient pas là. Par contre, son chien était là pour l'accompagner dans ce moment de détente et de malbouffe, si vous voyez ce que je veux dire. Elle l'a nourri le chien, elle lui a donné de la merde, et lui il était au top de sa vie. Il s'est dit bon, les parents ne sont pas là, c'est le feu. Après le deuxième film, alors qu'elle se levait pour changer de DVD, oui c'était dans une époque lointaine que peut-être des personnes dans cette vidéo ne connaissent pas, elle a remarqué quelque chose d'étrange. Elle est passée aux toilettes et en passant devant une fenêtre, elle a vu un homme debout juste en face de sa maison, sur le trottoir, devant un garage. Au début, elle n'y a pas prêté beaucoup attention, elle a continué sa soirée et a fait une nouvelle pause pour aller aux toilettes. Et c'est à ce moment-là que les choses ont pris un tournant effrayant. En repassant devant la même fenêtre, ses cheveux se sont dressés sur sa nuque. Et elle a regardé dehors pour voir que l'homme était toujours là. Cette fois, elle a remarqué qu'il portait un chapeau et un manteau long. Ce qui l'a vraiment inquiété, cela dit, c'est qu'il la regardait, bien qu'aucune lumière n'émanait de sa maison, à part de la télévision. Leurs regards se sont même croisés. Elle a trouvé cela tellement angoissant qu'elle a tiré les rideaux. Elle pensait que cela s'arrêterait là, que cette sensation désagréable disparaîtrait. Mais au lieu de cela, son niveau de stress montait de plus en plus. Son chien, qui était initialement sur le canapé à côté d'elle, s'est levé pour monter en haut des escaliers. Cette position, selon elle, était typique de son chien lorsqu'il attendait quelqu'un à la porte. Elle a essayé de l'appeler et même de lui offrir une collation, mais il n'a pas bougé, ce qui était inhabituel puisque son chien aurait normalement tout fait pour une de ses collations. Elle s'est dit que c'était peut-être ses parents qui rentraient chez elle et qui donnaient la réaction au chien, ce qui la rassurait, mais personne n'est entré. Elle a ouvert les rideaux pour voir si la voiture était garée dans la rue, mais il n'y avait aucune voiture. Cependant, l'homme était toujours là, debout, à la regarder. Mon Dieu, c'est Slenderman le bordel. C'est à ce moment-là qu'elle a compris qu'un homme ordinaire qui attendait quelqu'un dans la rue n'agirait pas de cette manière. Il semblait plutôt âgé, sa tenue était démodée et inquiétante. Et les personnes âgées n'attendent généralement pas dans la rue de cette manière, et surtout pendant autant de temps. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle s'est dit « Attends, et s'il n'était pas seul et qu'il surveillait pendant qu'un complice volait des objets ?» Tous ces scénarios passent dans sa tête. Et honnêtement, le plus logique pour elle à ce moment-là, c'était qu'il faisait le guet pour un voleur. Elle prend son courage à deux mains, s'arme d'un couteau de cuisine, parce qu'elle a quand même peur, et descend.
Elle allume la lumière du couloir et en face d'elle, une fenêtre de rez-de-chaussée donne pile sur l'endroit où se trouve l'individu. Pardon, où se trouvait l'individu, car il n'est plus là. Pouf, elle est un peu soulagée, il est parti et la porte est bien fermée. Par acquis de conscience, elle fait le tour de toutes les pièces du rez-de-chaussée, allume les lumières, fouille, mais rien. Un soulagement total. Il ne lui reste plus qu'une pièce à fouiller, l'entrée, là où se trouve la fameuse fenêtre quand elle a descendu les escaliers. Elle s'approche et là, c'est l'horreur totale. Elle voit la poignée de la porte d'entrée tourner. Si elle ne le voit plus sur le trottoir, ce n'est pas parce qu'il est parti, c'est parce qu'il est en train d'essayer d'entrer. Heureusement, la porte est solide et bien fermée. Elle regarde la poignée qui bouge, qui s'arrête. Et là, elle voit des doigts glisser dans la boîte aux lettres. Chez elle, il n'y a que sa famille, personne autour. Donc la boîte aux lettres n'est qu'une fente dans la porte, un peu comme aux US. La main ressort et tout d'un coup, elle voit ses yeux apparaître par l'ouverture de la boîte aux lettres. Il la fixe sans rien dire à travers le trou. Même avec le couteau en main, elle se liquéfie. Elle a déjà vécu des situations très difficiles à cette époque de sa vie et elle imagine toutes sortes de scénarios catastrophes pour savoir comment gérer la situation. La seule chose qui lui vient à l'esprit, pour ne pas s'approcher de la porte, c'est de crier le nom de son chien. Au moment où elle le fait, l'homme se relève et remet sa main dans la porte. La poignée bouge. Elle a très peur car à cette époque, il existait une technique pour ouvrir chez elle sans les clés. Si l'homme avait observé pendant suffisamment longtemps, plusieurs semaines, il pouvait comprendre comment faire. Car il arrivait régulièrement que sa famille et elle ouvrent cette porte sans les clés, puisqu'il pouvait passer tout simplement par le trou de la boîte aux lettres pour ouvrir la poignée et la déverrouiller. L'homme a alors passé une nouvelle fois son bras par le trou de la boîte aux lettres et il tâtonnait, un peu de manière aléatoire. Elle est totalement figée et elle sait que peut-être même involontairement, il pourrait ouvrir la porte s'il mettait sa main au bon endroit. Son chien, qui elle le précise est le chien le plus gentil du monde, n'aurait jamais rien fait d'agressif envers l'homme. Mais à ce moment-là, il descend à toute vitesse et se met à aboyer car il pense sûrement que c'est le facteur. Bon, le chien est gentil mais un peu débile. Mais l'avantage c'est qu'au moment où il aboie, elle voit la main de l'homme sortir de la boîte. Mais par contre, elle voit toujours l'ombre des pieds en bas de la porte. Elle remonte en panique, elle appelle sa mère pour lui expliquer et pour qu'il rentre. Malheureusement, il était tard et l'urgence de la situation ne leur a pas sauté aux yeux. Et ils lui ont dit d'aller se coucher. Pardon? C'est une blague? Non, c'est une blague. Là, je vais lire juste après. Il y aura écrit non, je rigole, ils ont accouru et tout. C'est faux, il n'y a pas écrit ça. Ils n'ont pas trouvé la situation urgente. D'accord. Alors ça, si c'est pas urgent, votre fille avec un mec qui passe sa main dans le trou de la boîte aux lettres, qui donne sur la maison, qui essaie d'ouvrir la porte, c'est pas grave. C'est pas urgent. Ah, mon Dieu. Je suis désolé, mais j'aimerais pas avoir tes parents. Hein. L'homme, quant à lui, quand elle a regardé dans l'escalier, était toujours en face de la fenêtre, à regarder à travers. Il savait donc quand elle se trouvait devant la porte et quand elle ne s'y trouvait pas. Elle ne sait toujours pas s'il voulait juste lui faire peur ou s'il était sous l'emprise de quelque chose et cherchait comment l'atteindre. Ce soir-là, elle a donc attendu dans le noir avec son chien, guettant chaque bruit que ses parents rentrent. Après ce qui lui a semblé être une éternité, ils sont enfin rentrés et l'homme n'était plus là. À l'époque, elle était relativement jeune et pensait que la police ne pourrait rien faire tant que l'homme ne réussissait pas à rentrer chez elle. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle aurait dû les contacter quand même pour qu'ils fassent une ronde, histoire de faire peur à cet homme. Mais dans tous les cas, cette fois-là, elle a été chanceuse et ce n'est pas allé plus loin. Au final, rien de grave. C'était juste très angoissant sur le moment. Et elle ne souhaite ce genre de moment à personne. Tu m'étonnes. Par contre, moi, j'aurais eu le couteau. Je peux te dire qu'il passe la main dans la boîte aux lettres. Il a plus de main. C'est bon, terminé. Hein. Là, c'est lui qui va payer le flic pour dire « Ah, je me suis fait trancher la main et tout. Ah, frérot, fallait pas passer la main. Hein. » Voilà, terminé. On va pas te peindre après parce que tu es manchot. Ouais, c'est pas mon problème. Ok? Gros coup de couteau, là. Oula. Là, je dois avoir l'air d'un psychopathe. C'est moi bientôt qui vais être le... Non, je vais éviter, c'est le bail. Terminé. La première histoire, c'est celle de Tom, et actuellement, il est en seconde et il a 15 ans. Mais cette histoire s'est passée en 2019, où à cette époque, il avait 11 ans et il était en 6ème. Vous allez voir, ça pourrait être simplement une terreur nocturne, c'est sûrement à ça que vous allez penser, mais un détail est très troublant à la fin. Dans son collège, chaque classe de 6ème fait une sortie en début d'année, dans une petite ville nommée Sixt. Ils y restent 2 jours, donc ils dorment là-bas. Et avant d'aller plus loin, il nous fournit un peu un plan de la chambre où il va dormir. Déjà, toutes les pièces de la chambre où il va dormir sont reliées par un couloir qui traverse cette dernière. En effet, à l'intérieur de leur chambre, il y a plusieurs pièces. La première pièce pour dormir, qu'on va appeler la chambre 1, se trouve juste en face de la porte d'entrée. Cette chambre possède une porte. S'il le précise, c'est parce que l'autre chambre, la chambre 2, celle où il dort, ne possède pas de porte et est reliée directement au couloir. Ça veut dire que s'il y a quelque chose dans le couloir, il le voit et ce quelque chose le voit aussi. Puis après la chambre 2, il y a les toilettes et la salle de bain. Maintenant que vous voyez à quoi ressemble à peu près la chambre, commençons l'histoire. C'est donc la fin de la journée et le moment que tout le monde attendait arrive. Le moment où il découvre avec ses camarades leur chambre. En effet, il dormait dans un camp de vacances à Sixt, dans des chambres de 3 à 5 personnes. Quand il s'installe, il est super content car il tombe avec ses 3 potes à lui qu'on va
va appeler Tim, Max et Jimmy. Ils s'installent, ils jouent à des jeux de société, ils se racontent des trucs, bref, une super soirée. Puis vient le moment où une prof entre dans la chambre et leur dit qu'il est tard et qu'il faut aller se coucher. Ils vont donc se coucher et lui dort dans la chambre 2 avec Jimmy. Donc la chambre sans porte. Et Tom et Max dorment dans la chambre 1, celle avec une porte. Ils se couchent et tout le monde est crevé et donc s'endort facilement. En pleine nuit, il se réveille face à la fenêtre de la chambre 2 et donc dos au couloir. La veille, il avait oublié de fermer la fenêtre et donc la lune leur donnait un peu de lumière. Il regarde cette dernière et vu sa position, il se dit qu'il doit être environ 1h du matin. Tom décide donc de se rendormir car il est fatigué et qu'ils doivent se lever tôt le lendemain. Il se retourne et se retrouve tétanisé. Il voit un homme dans le couloir. Alors son premier réflexe c'est de se dire que ça doit être un de ses potes qui va aux toilettes ou dans la salle de bain, sauf qu'avec le peu de lumière de la lune, il arrive à discerner la forme du corps de cet homme. Et ce n'est en aucun cas la forme des corps de ses potes. Ce n'était pas non plus un prof, car tous les profs avec eux étaient des femmes, et la personne devant lui était clairement un homme. Il est donc dans une situation où il y a un homme qu'il ne connaît pas dans le couloir de sa chambre à 1h du matin. À côté, Jimmy dort encore. Lui, il est tétanisé, il est terrifié. Il a tellement peur que pour ne pas se faire remarquer, il retient sa respiration. Mais avec le recul, il se rend compte que c'est une idée de merde, car c'est normal de respirer. Donc si le gars l'avait entendu respirer, ça ne l'aurait pas alerté plus que ça. Il y a un deuxième détail qu'il remarque sur cet homme, c'est qu'il marche très lentement. Vraiment, vraiment lentement. Tellement que ça se voit qu'il fait exprès. Même en étant bourré, drogué ou tout ce que vous voulez, ce n'est pas possible de marcher aussi lentement naturellement, d'après lui. Pendant que Tom, du coup, retient sa respiration, le gars s'arrête devant une petite table dans le couloir et examine un jeu de cartes auquel ils avaient joué la veille avec ses potes. Sauf qu'au bout d'un moment, ce qui devait arriver, arriva. En manquant d'air, il lâche un énorme il reprend sa respiration. Forcément, ça, contrairement à la respiration, ce n'est pas normal. Et donc, le gars lâche le jeu de cartes qui tombe par terre et se retourne vers lui. Il se regarde comme ça pendant 30 secondes, qui paraissent des heures. Puis il se met finalement à marcher vers Tom, tout aussi lentement qu'avant. Tom se cache sous sa couette et ferme les yeux fort. Il se dit qu'il va le tuer, l'emmener ou faire d'autres choses pas très cool. Il ferme les yeux encore et encore. Il ne sait pas comment, mais il s'endort. Le lendemain, il se réveille en sursaut dans sa chambre sans intrus. Se rappelant ce qui s'était passé quelques heures plus tôt, il regarde partout sous son corps pour voir s'il n'a pas un coup, un bleu ou quelque chose d'autre. À sa grande surprise, rien. Il n'a absolument rien de différent par rapport à hier. Et là, c'est le soulagement. Il pense que c'est seulement un sale cauchemar réaliste. Sauf que même si c'était un cauchemar, il est encore un peu sous le choc. Il décide donc de se rendre dans la salle de bain afin de passer un coup d'eau sur le visage pour être bien réveillé. De là, vous pensez comme moi que c'est simplement, probablement, une terreur nocturne, comme ça arrive à beaucoup de gens. Mais attendez de voir la suite. Et ça va pas vous rassurer, hein, je vous rassure. Ça va pas vous rassurer, je vous rassure. Très contradictoire ce que je dis. Hein. Bref, il se lève, il marche en direction de la salle de bain, mais soudain, il ressent une douleur sous le pied. Il regarde sur quoi il a marché, puis il voit au sol le jeu de cartes que l'homme avait fait tomber la veille. Ce n'était donc probablement pas un cauchemar. Voilà, c'est la fin de son histoire, c'est comme ça que ça se termine. Et il explique qu'elle est totalement vraie et qu'il n'a plus jamais entendu parler de ce gars. Et qu'il n'a plus vécu de choses bizarres ou effrayantes comme ça. Évidemment, quand il en a parlé à Jimmy, Max et Tim, ils ne l'ont pas cru. Et vous, est-ce que vous le croyez et à quoi ça vous fait penser? Est-ce qu'il y a une terreur nocturne à laquelle il aurait associé des choses qui se seraient passées, comme la chute, du paquet de cartes, etc. Je ne sais pas. Ou était-ce vraiment un mec vraiment bizarre qui a du coup décidé de s'enfuir? On ne le saura probablement jamais. Mais j'attends quand même votre avis dans les commentaires. La prochaine histoire, c'est celle de Anaïs, une jeune femme de 18 ans. Elle vit seule depuis 3 mois dans un appartement étudiant situé au dernier étage d'un immeuble, en plein centre du cœur historique de la ville. Son appartement, étant sous les toits, possède un Velux presque au-dessus de son lit. Mais elle ne l'ouvre pas souvent car elle n'est pas assez grande pour atteindre la fenêtre. Hier, en début d'après-midi, elle a ouvert ce Velux, oubliant ensuite de le refermer à cause de la tombée rapide de la nuit. Vers minuit, elle se couche pour dormir. À 3h du matin, elle est réveillée en sursaut par d'énormes bruits provenant de juste au-dessus d'elle. Bien que son appartement soit sous les toits, les bruits sont intenses, directement au-dessus de son lit, un peu décalé du Velux, semblant résulter de sauts ou de coups de pied au-dessus d'elle. C'est à ce moment qu'elle réalise que la personne responsable, car vu les bruits pour elle c'est impossible que ça soit un animal, peut la voir à travers le Velux, situé à seulement 50 cm d'elle. Dans la pièce, une sorte de veilleuse projetant des étoiles crée beaucoup de lumière, éclairant toute la pièce. Et qu'elle comprend que cette lumière permet à la personne au-dessus de la voir, elle se saisit rapidement de la télécommande pour l'éteindre. Lorsqu'elle éteint la lumière, les sauts s'arrêtent pendant environ 15 secondes, puis ils reprennent immédiatement, comme si la personne avait réalisé qu'elle avait éteint la veilleuse, qu'elle voulait absolument rentrer. Elle entend encore des pas et des coups au-dessus d'elle pendant environ 10 minutes, puis tout semble se calmer. Terrifiée, elle fixe le Velux sans bouger, enregistrant les bruits qu'elle entend avec son téléphone pour avoir une preuve. Soudain, elle distingue une tête collée au Velux, tentant d'observer quelque chose à l'intérieur de son appartement. Cette tête
reste à regarder pendant environ 10 à 20 secondes, puis disparaît en repartant calmement sur le toit voisin. Une fois que l'intrus s'est enfin éloigné, elle réalise que la personne faisait tout pour la réveiller. Elle appelle immédiatement la police qui ne la prend pas très au sérieux, pensant qu'elle a simplement vu un animal. Malgré cela, ils envoient une patrouille sur place. Elle est convaincue que c'était un être humain et non un animal, car le bruit sur les tuiles était trop fort et elle a clairement distingué la tête de la personne qui l'observait à travers le Velux dont elle avait oublié de fermer le store. Elle n'a pas encore eu de nouvelles de la police, mais elle n'ouvrira plus jamais ce store, bien que la personne n'ait aucun moyen d'entrer dans son appartement. Elle se sent maintenant quand même moins en sécurité chez elle. Aucun moyen, cela dit, s'il casse la vitre, il est juste au-dessus de toi, déjà de 1 tu te manges des bouts de verre dans la gueule, et en plus de ça, le mec rentre chez toi. Bon, pas très bonne ambiance quand même. On passe maintenant à la troisième histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Siwa. Il nous raconte quelque chose qui s'est déroulé lorsqu'elle avait 14 ans. Elle a attendu longtemps avant de se décider de la partager, car chaque fois qu'elle y repense, elle se sent vraiment mal à l'aise. Tout commence un mardi soir. À l'époque, le mardi soir vers 18 h, sa mère la conduisait chez son amie Ariana, car elle devait partir travailler à 18 h et revenir aux alentours de 6 h du matin. Sa mère était policière et travaillait de nuit les mardis et jeudis. Cependant, ce jour-là, sa tante les avait appelés pour leur annoncer le décès de sa grand-mère. Cette nouvelle l'a profondément attristée car sa grand-mère était vraiment tout pour elle. On est vraiment désolé pour toi, Siwa, si tu passes par là. Bisous et grosse force. Ainsi, dès que l'école a annoncé son prénom et lui a appris la nouvelle du décès, sa mère est venue la chercher immédiatement car elle était en pleurs et ne pouvait plus s'arrêter. Il est donc facile d'imaginer qu'à 18 h, elle n'avait aucune envie d'aller chez son amie ce mardi. Après quelques négociations avec sa mère, elle a obtenu la permission de rester à la maison tout en prévenant Ariana qu'elle ne viendrait pas ce soir-là. Avant de partir, sa mère lui avait laissé un numéro sur le réfrigérateur au cas où il se passerait quelque chose afin qu'elle puisse appeler. À l'époque, elle n'avait pas de téléphone portable. Cependant, sa mère lui avait laissé un téléphone justement. Mais de toute façon, elle n'était pas vraiment intéressée par ce numéro ni par ce téléphone parce qu'elle avait l'impression que ce n'était que des choses qui arrivaient justement qu'aux autres. Dès que sa mère est partie, elle s'est allongée sur le canapé en regardant la télévision, laissant quelques larmes couler sur ses joues à cause du choc qu'elle venait de vivre. Vers 20 h, la faim s'est fait sentir. Alors elle s'est dirigée vers la cuisine. Lorsqu'elle a ouvert le micro-ondes, elle a remarqué que l'assiette que sa mère avait laissée à l'intérieur avait disparu. Elle a supposé que sa mère l'avait prise, peut-être pour grignoter avant de partir. Pour elle, il n'y avait rien de suspect à ce moment-là. Et en effet, rien de suspect, sa mère aurait pu juste la manger. Si seulement. Elle a donc décidé de prendre un paquet de chips et en passant devant la porte d'entrée pour retourner au salon, elle a remarqué que la porte était légèrement entrouverte. Cependant, elle a pensé que c'était simplement sa mère qui avait mal fermé la porte en partant travailler. Elle est donc simplement allée la refermer. L'assiette, la porte, ok, jusque là, on peut dire que ça passe. Cependant, environ une demi-heure plus tard, elle a ressenti une grande soif et a voulu se lever pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. C'est alors qu'elle a vu que la porte d'entrée était encore ouverte, bien qu'elle l'ait fermée il n'y a pas longtemps. Néanmoins, elle a pensé qu'elle avait peut-être exagéré et imaginé et qu'elle avait simplement oublié de la refermer précédemment. Pour elle, il n'y avait toujours rien de préoccupant. Bon, allez, ça peut passer. Si c'était moi à sa place, je comprendrais, vu que moi j'oublie tout. C'est possible que je vois la porte, je me dis tiens, je vais le faire, et puis au final j'oublie. Ça fait possible. Mais la soirée continue, et aux alentours de 23 h, elle ressent de la fatigue et décide d'aller se coucher, ce qui signifie monter à l'étage. Pendant, au moment où elle tient la poignée de la porte de sa chambre et qu'elle l'ouvre, son instinct prend soudainement le dessus, comme si tout ce qui s'était passé avant revenait. Elle se souvient de tous les éléments, tout s'empile dans sa tête, et elle sent un réel danger. Elle redescend donc en bas le plus rapidement possible mais sans faire de bruit. C'est vraiment comme si tous les événements qui s'étaient passés avant reprenaient le dessus et qu'ils s'assemblaient pour lui indiquer que quelque chose n'allait pas. Elle se rappelle alors du post-it avec le numéro que sa mère avait laissé sur le frigo. Elle attrape le téléphone que sa mère avait laissé aussi, ouvre la porte discrètement, sort de la maison, peu importe si elle est en pyjama ridicule, c'est elle qui le dit, et court aussi loin que possible. Elle compose alors le numéro qui s'avère être celui des voisins, et ils viennent donc la chercher. Les voisins appellent la police et la mère de Siwa. En entrant dans la maison, ils découvrent un homme toujours caché dans sa chambre qui attend avec l'assiette que sa mère avait laissée dans le micro-ondes posée sur la table de chevet, et que Siwa n'avait pas trouvé, car il l'avait en fait prise avant elle. Tranquille, il est chez elle, il a mangé sa petite assiette, après il s'est posé dans sa chambre, il a attendu. What the fuck? Il était serein le frérot. Après avoir arrêté l'homme et avoir examiné son passé, ils ont découvert qu'il était recherché en tant que trafiquant d'organes. Il avait donc probablement l'intention de tuer Siwa pour vendre ses organes. Je vous laisse imaginer le choc, hein. Elle reste encore aujourd'hui traumatisée à vie par cette expérience. Et on comprend pourquoi, hein. Voilà, s'il y a quelqu'un qui s'infiltre chez vous et que vous apprenez qu'il s'est infiltré chez vous, bah déjà il a mangé votre bouffe. Alors ça, pour moi, ça c'est le summum. Qu'il me prenne mon organe, mon cœur, mon rein, ce qu'il veut, ok, qu'il me bouffe ma bouffe. Ah là j'aurais la haine, je le traque, c'est moi je le graille, hein, je le graille, voilà. Cannibale, bas les couilles. Parti en couille un peu? Un petit peu. La première histoire, c'est celle de Lola. Et pour nous mettre dans le contexte, cette histoire commence lorsqu'elle était petite. Elle devait avoir à peine 10 ans
Ses parents étaient mariés à cette époque et ils étaient propriétaires d'une grande propriété en campagne dans laquelle ils avaient des maisons qui leur appartenaient. Et ses parents louaient l'une de ces maisons à une famille. Il y avait donc le père, la mère et 5 ou 6 enfants, avec laquelle ils étaient amis. Elle ne sait plus exactement comment ils sont devenus amis, mais à ce moment-là, ce n'était pas depuis longtemps. Elle précise aussi que la maison dans laquelle cette famille habitait était très proche de la leur, environ 5 minutes à pied. Un jour, le père de cette famille vient chez elle, malheureux, car sa femme est partie avec tous ses enfants du jour au lendemain, sans donner de nouvelles. Par la suite, ce monsieur passe beaucoup plus de temps avec ses parents. Ses parents à ce moment-là cherchent à le réconforter et en plus, c'est un peu les seuls amis qu'il a. Quelques temps après, ses parents divorcent et suite à ce divorce, son père obtient la garde complète de sa sœur et d'elle, ce qui signifie qu'elles n'iront plus chez leur mère. Plus tard, leur père leur explique à sa sœur et à Lola du coup que la mère a demandé le divorce car elle a eu une liaison avec le fameux monsieur dont elle a parlé au début. Il leur explique aussi que ce monsieur a dans le passé été condamné à 5 ans de prison pour acte de barbarie et qu'à ce moment-là, il est en plein procès pour meurtre et nécrophilie. Pas cool du tout. C'est donc pour cela que son père a fait en sorte d'avoir la garde complète, car il ne veut pas qu'elle soit en contact avec ce monsieur. Après le divorce, son père reprend également contact avec l'ex-femme de ce monsieur, pour savoir pourquoi elle est partie du jour au lendemain. Elle lui explique alors qu'une nuit, lorsqu'elle dormait, elle a senti quelque chose sur sa tête, et lorsqu'elle a ouvert les yeux doucement, et dans le reflet du miroir, elle a vu son mari la pointer avec un fusil. Apparemment, il chassait beaucoup, ce qui explique donc le fait qu'il ait un fusil. Mais il n'a rien fait de plus ce soir-là, heureusement. Et le lendemain, elle est partie avec les enfants. Logique. Et donc, il n'y a pas longtemps, c'est pour ça qu'elle nous raconte cette histoire aujourd'hui, car maintenant elle a 18 ans, son père a eu des nouvelles du procès qui est en cours. Et il a été accusé coupable des faits et maintenant condamné à plusieurs années de prison. En plus d'avoir connu une personne complètement malade mentalement, elle pense avoir failli être l'une de ses victimes. Parce qu'elle se rappelle d'un truc. C'était au moment où ses parents étaient encore mariés et au moment où la femme de ce monsieur était partie. Sa mère lui avait alors demandé d'apporter quelque chose à ce monsieur. Il lui semble que c'était un couteau suisse, elle ne se souvient plus trop. Elle rappelle donc qu'il habitait pas loin de chez elle, donc elle pouvait y aller à pied tranquillement. Elle se souvient que ça l'avait clairement agacée que sa mère lui demande ce service, car elle était en train de jouer. Mais elle y était allée quand même, et pour ne pas prendre de temps, elle y était allée en courant. Elle avait donc toqué chez lui avait donné le couteau suisse, et en repartant, il lui avait dit, d'une voix un peu terrifiante, « Est-ce que tu veux rester pour un truc ?» Et elle, comme elle voulait repartir jouer au plus vite, avait dit non, et elle était partie en courant. Mais il lui semble qu'à ce moment-là, elle avait ressenti un très mauvais feeling. Se pose donc la question, qu'est-ce qui se serait passé si elle était restée? Et pour vous, qu'est-ce qui se serait passé? Voilà donc son histoire. Pendant un moment, elle a eu très peur de recroiser ce monsieur, mais maintenant qu'il est en prison, elle est soulagée. Elle espère que ça ne lui arrivera plus jamais. Et elle nous dit de prendre soin de nous. Et c'est vrai, prenez soin de vous. La prochaine histoire, c'est l'histoire de Amanda, et elle se passe dans un bus. Elle explique qu'elle n'a jamais oublié cet événement, même s'il s'est produit il y a plus de 10 ans maintenant. Aujourd'hui, âgée de 26 ans, elle a toujours la chair de poule, et c'est encore plus flippant, elle explique, avec son regard d'adulte. En fait, pour être plus précise, cet événement s'est étalé sur une durée de plus de 6 mois. Pour mettre un peu de contexte, tout a commencé lorsqu'elle avait environ 14 ans. À l'époque, elle fréquentait un collège privé dans le sud de la France, et elle avait l'habitude de rentrer tous les soirs chez sa grand-mère, pour attendre que sa mère sorte du travail et vienne la chercher. Sa grand-mère retraitée l'attendait en voiture à la sortie du collège, mais plus le temps passait, plus elle avait une envie d'indépendance. C'est normal. Elle lui a donc demandé si dorénavant elle pourrait prendre le bus pour rentrer, et elle n'y a pas vu d'inconvénient. Donc elle a commencé à rentrer toute seule. Lorsqu'elle rentrait, elle aimait mettre son casque sur ses oreilles et profiter du long trajet pour écouter ses musiques préférées et être dans sa bulle. L'arrêt de bus le plus proche de sa grand-mère se trouvait à environ 10 minutes à pied, car, mauvaise coïncidence, celui se trouvant en face de son impasse a été condamné faute de fréquentation insuffisante. Mais cela ne la dérangeait pas. Étant de nature plutôt flâneuse, elle a donc commencé à prendre le même bus tous les jours, à peu près à la même heure, même si cela pouvait varier car elle n'avait pas cours le mercredi après-midi par exemple. À ses 14 ans, elle faisait vraiment enfant. Quand elle dit enfant, c'est qu'elle a toujours eu un visage enfantin, mais là ça se voyait vraiment. Elle n'avait pas de forme de femme d'après elle, et elle avait toujours des peluches mignonnes accrochées sur son sac. Enfin bon, vous pouvez imaginer à peu près. Et puis, elle a remarqué pour la première fois ce type dans le bus. Ça devait être au mois de septembre-octobre de cette année-là. Il devait avoir la quarantaine d'après elle. Il n'était pas très grand et il était chauve. Pourquoi elle l'a remarqué, vous diriez-vous? Eh bien parce qu'il la fixait. Elle avait même l'impression qu'il ne clignait même pas des yeux. Et lorsqu'elle croisait son regard, il lui faisait des sourires qui ne lui inspiraient pas confiance. Mais c'était complètement instinctif selon elle, car elle n'avait jamais été confrontée à la réalité du monde. Elle était encore trop naïve d'après elle. Mais elle savait, au fond d'elle, que quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, elle n'a rien dit. Elle a juste décidé de fuir la situation qui ne la mettait pas à l'aise en regardant dans une autre direction, et c'est tout. Mais ça, c'était juste le tout début de quelque chose
chose dont elle allait se souvenir pour toujours. Cet homme prenait donc le même bus qu'elle tous les jours, à la même heure, même lorsqu'elle changeait d'emploi du temps. Encore aujourd'hui, elle n'a aucune idée de comment il pouvait avoir ces informations. La surveillait-il? Vivait-il aux alentours du collège? Il la fixait toujours avec des sourires étranges, sans relâche, mais ne lui parlait pas. Elle descendait du bus à son arrêt, lui restait dedans, et puis voilà, le cycle recommençait le lendemain. Cette situation la tétanisait et la travaillait tellement qu'elle n'osait en parler à personne. Elle avait peur qu'on ne la croie pas, et aussi qu'on lui interdise de sortir de la maison par la suite. Aïe aïe aïe. Ce genre de truc qu'il vaut mieux en parler, hein. Ça aurait évité un réel traumatisme. Et puis un jour, c'était aux environs du mois de mai-juin, à la fin de l'année scolaire, elle en a eu marre, elle est descendue à un arrêt à la moitié du trajet et s'est cachée naïvement derrière un arbre pour essayer de le semer. Elle n'en pouvait plus de ses regards persistants. Sauf que là, le type est aussi descendu et il a commencé à la chercher. Il n'y avait personne autour et là elle s'est dit qu'elle n'était pas en sécurité. Le gars l'appelait même. Tu es où, ma jolie? Allez, on va discuter tous les deux. Mon Dieu, la phrase la plus creepy qu'on a jamais entendue. Elle était pour ainsi dire en sueur et incapable de bouger de son arbre. Et bien sûr, il a fini par la trouver. Tu es vraiment jolie, tu sais. J'aimerais bien qu'on discute, qu'on fasse connaissance. Non, bah non, elle a 14 ans, t'en as 50, non, en fait, non. Non, voilà, y a pas d'autre chose à dire, c'est non, frérot, c'est non. Putain, ça me rend fou. Franchement, elle explique qu'elle n'avait pas du tout envie de faire connaissance avec lui, car il la terrifiait, et elle voulait simplement rentrer chez elle. Elle a alors essayé de lui faire comprendre qu'il la faisait flipper et qu'elle voulait qu'il la laisse tranquille. Elle lui a aussi demandé ce qu'il voulait, et il lui répondait en boucle la même chose. Juste faire connaissance. Toujours pas, frérot, hein. T'as toujours 50 balais, toujours 14, hein. Bref, le prochain bus est arrivé et elle en a profité pour courir dedans. Sauf que lui aussi. Et le même manège a recommencé. Il s'est assis, n'a plus parlé et l'a fixé en souriant. Elle était en pleine panique interne, ses pensées partaient dans tous les sens et elle ne savait pas quoi faire. Elle a pris alors la pire décision selon elle, celle de descendre à son arrêt habituel et de quand même rentrer chez sa grand-mère, pensant qu'il allait faire comme d'habitude et rester dans le bus. Sauf que cette fois-ci, il est descendu en même temps qu'elle. L'arrêt se situait dans une zone très peu fréquentée et était bordé de petits chemins en terre qui servaient de raccourci pour accéder à des artères parallèles. Elle s'est alors dit qu'il allait l'enlever, il allait l'emmener dans un petit chemin et qu'elle ne pourrait plus jamais rentrer chez elle. Mais elle ne voulait pas qu'il remarque sa peur, car cela semblait l'alimenter dans un espèce de plaisir de domination. Il a donc commencé à lui demander de faire connaissance tout en la suivant. Elle a accéléré la cadence, mais il s'alignait dessus. Bref, il ne la lâchait pas. Elle a fini par arriver au niveau de l'impasse de sa grand-mère et elle a enfin vu la lumière au bout du tunnel. Elle s'est alors mise à courir jusqu'à chez elle, lui aussi, et lorsqu'elle est arrivée devant chez elle, elle a vu que sa grand-mère se trouvait sur le seuil de la maison et qu'elle lisait un livre. Sa grand-mère l'a vue arriver toute rouge, tremblante encore de panique, avec le type chauve qui les regardait derrière le portail, avec un sourire effrayant. En voyant son expression, sa grand-mère n'a pas eu besoin de lui parler. Elle a simplement hurlé à l'homme qu'elle allait appeler les flics s'il ne détalait pas rapidement. Il a alors fait demi-tour et quitté l'impasse. Après cela, sa grand-mère a refusé catégoriquement qu'elle reprenne le bus. Ce qui est tout à fait logique, hein. L'inverse aurait été plus bizarre. Et donc, jusqu'à son année de terminale, elle est venue la chercher devant le portail du lycée quotidiennement. Et elle n'a plus jamais recroisé cet homme. Quand elle pense que ce mec, cet adulte, a suivi une gamine de 14 ans jusqu'à chez elle, et a fait une fixette sur elle, et que cela se passait tous les jours, qui sait jusqu'où cela aurait pu aller. C'est peut-être ça, le plus inquiétant. Ah oui, clairement, et de se dire qu'il y a des mecs comme ça qui existent, putain, ça c'est vraiment effrayant. Donc les gars de 50 balais, laissez les gamines de 14 ans, voilà. Mais d'ailleurs, toutes les gamines, et les femmes d'ailleurs. Enfin, vous pouvez vous approcher d'une femme, mais voilà. Bref, vous avez compris. Aujourd'hui, elle ne prend plus les transports en commun, sauf si elle est accompagnée, car cela la terrifie et l'a totalement traumatisée. Cette première histoire, c'est celle de Julia. Il y a quelques années, quand elle habitait encore en Normandie, elle vivait dans un appartement qui était au premier étage, dans un immeuble de 2 étages, et un seul appartement par étage. Ça fait beaucoup le mot étage, mais vous avez compris. L'appartement du dessus était régulièrement reloué. Une année, une jeune femme très sympa a occupé l'appartement. Pas du tout bruyante ni dérangeante, et plutôt ouverte à la conversation quand elles se croisaient, ce qui était plutôt plaisant et changeait des précédents locataires. On a compris, t'es tombé sur des cons avant. Bon, une très bonne locatrice au-dessus de toi, qu'est-ce qui peut bien se passer? Mais une nuit, elle a entendu du bruit dans son appartement, comme si des meubles étaient déplacés. Pas dans le sien, mais dans celui de sa voisine. Hein. Elle a trouvé ça étrange au beau milieu de la nuit, mais bon, les bruits se sont vite arrêtés, donc elle n'y a pas prêté plus attention. Mais ça a recommencé les nuits qui ont suivi. C'est toujours sur une très courte période de quelques minutes, mais ça devenait dérangeant. Puis une nuit, elle a entendu les bruits à nouveau, mais un nouveau bruit s'est fait entendre. Le bruit de quelque chose qui tomberait lourdement au sol. Ça fait beaucoup le mot bruit encore. Mais bon, c'est des bruits, hein, je sais pas comment le dire. Elle a eu un peu peur sur le moment car elle savait à cette époque que parfois sa voisine se disputait avec son copain quand il venait la voir et elle a tout de suite imaginé le pire.
Elle a attendu un instant de se réveiller et aussi de voir si les bruits recommençaient. Et ils ont recommencé. Des bruits de trucs lourds qu'on déplace et des gros bruits de chute. Elle a donc décidé de monter voir ce qui se passait. Elle a tapé à la porte et demandé s'il fallait de l'aide, mais elle n'a eu que le silence pour réponse. Elle a tapé à nouveau, mais toujours sans résultat. Elle est repartie en disant que si sa voisine avait besoin d'aide ou de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas. Puis elle est redescendue chez elle pour se coucher. La nuit passe et le lendemain, rebelote. Elle monte à nouveau, mais pareil, le silence pour seule réponse. Les jours qui suivent sont plutôt calmes, mais en la croisant, elle lui parle de ce qu'elle entend la nuit et sa réponse l'a pas mal étonnée car elle n'avait pas l'air de savoir de quoi elle parlait et son expression lui avait semblé très sincère. Dubitatif, elle s'est dit qu'elle attendrait la nuit suivante pour enregistrer les bruits s'ils recommençaient. Et ils ont finalement repris quelques nuits plus tard. Très fort cette fois. Plus bruyant encore que les fois précédentes. Elle a donc tout enregistré pour lui faire écouter plus tard. Mais dans la même nuit, elle a entendu les escaliers du couloir du bâtiment craquer. Les escaliers pour accéder à son appartement étaient au-dessus de sa chambre et c'était de vieux escaliers en bois. Le pas était rapide, puis elle a entendu marcher sur le gravier de la cour intérieure de l'immeuble. Elle s'est alors avancée à sa fenêtre et a vu la voisine en pyjama se diriger vers la sortie de la cour, au beau milieu de la nuit. Elle est possédée, ça y est. Un peu effrayée, elle est descendue voir si tout allait bien pour elle. Une fois dehors, elle l'a retrouvée devant le portail de la résidence, face à la route, et dos à elle, immobile. Elle lui a demandé si tout allait bien, mais elle n'a eu aucune réponse. Elle s'est approchée et a posé sa main sur son épaule. Sa voisine s'est donc retournée très lentement et a regardé dans sa direction, comme si elle regardait dans le vide, et elle est restée figée un moment. Elle a eu un peu peur sur le moment parce qu'elle s'est dit qu'est-ce que c'est là, elle est possédée ou quoi? Mais elle a très vite reconnu les symptômes du somnambullisme. Son père l'était, elle était donc habituée à ça. Coup de chance parce que moi je tombe sur elle dehors, je lui mets une patate. Je me dis The Grudge, je sais pas, l'exorciste, bim! Ah, il faut réagir direct, c'est comme ça qu'on survit frérot, désolé. Dès lors, elle l'a laissé tranquille mais est restée dehors pour être sûre qu'elle n'aille pas sur la route. Après quelques minutes, elle est retournée se coucher. Elle n'était cependant pas totalement tranquille, même en sachant que c'était du somnambulisme, car son regard était vraiment étrange et c'était assez effrayant. Surtout comment elle s'est retournée en mode film d'horreur. Je vous aurais dit patate, tant pis. Le lendemain, elle a décidé de lui en parler, sa voisine s'est excusée, et Julia lui a dit qu'elle n'avait pas à s'excuser. Le somnambulisme, ça ne se contrôle pas. Mais enfin, elle avait le fin mot de l'histoire. Les bruits qu'elle entendait venant de chez elle étaient certainement dus à ses crises de somnambulisme. Ça a duré encore un moment, puis ça s'est calmé quand elle a retrouvé un travail. Elle imagine que le chômage avait dû la perturber. Puis, plus tard dans l'année, elle a déménagé, et il ne s'est plus jamais rien passé à l'étage du dessus. Voilà, un thread d'horreur assez léger, cela dit, somnambulisme, possession. Je sais pas, pour ma chaîne horreur, je dirais possession. La personne qui est moi-même, je dirais somnambulisme. Voilà, c'était juste du somnambulisme, voilà. On passe maintenant à la prochaine histoire, c'est celle de Aiko, un garçon japonais et qui a déménagé en France depuis déjà plusieurs années. Il raconte cette histoire surtout pour se soulager personnellement, car cette anecdote le hante encore un peu. Il est donc un garçon japonais et il a un peu plus de 20 ans. Et cette histoire s'est passée il y a quelques temps. Il précise que depuis qu'il est en France, il a toujours été assez sexualisé, de par ses origines. Les gens plus vieux lui posaient beaucoup de questions intimes et les gens de son âge criaient « Yamete kudasai !» quand il passait à côté. Super drôle. C'est raciste en fait, bande de bâtards. Bon après j'ai bien fait de Yamete kudasai quand même. Vous tous en pensez quoi Yamete kudasai Pardon. Oh là là, ça va pas du tout cette chaîne, ça va pas du tout. On sait plus où on est là. C'est du thread d'horreur ou c'est un porno japonais quoi? Je suis fatigué de moi-même. Quelqu'un veut bien prendre ma place? Parce que j'en ai marre de moi-même. Non? Ok, comprends. Il nous explique qu'il est petit en taille et plutôt mignon. Dans le sens mignon comme un hamster, pas vraiment mignon dans le sens attirant. Ouais, c'est comme ça qu'il le décrit, c'est pas moi. Et il a l'air d'être beaucoup plus jeune que son âge. On lui donne souvent 13-14 ans. Il aime donc sortir le soir et dans les bars, c'est toujours les vieux hommes, 50-70 ans, un peu creepy qu'il aborde. Le truc, c'est qu'il ne sait pas vraiment comment s'imposer. À l'époque, il vivait en campagne où il y avait seulement peu de bus qui passaient. À la dernière station, il devait marcher encore 30 minutes le temps d'arriver chez lui, sur un chemin éclairé avec peu de lampadaires et tout autour des champs d'agriculture avec un peu de forêt. Et une nuit, un gars de 50 ans environ qui était dans le même bar que lui est descendu au même arrêt. Il précise quand même qu'ils ne s'étaient jamais parlé. Alors que Aiko commence à marcher, l'homme marche derrière lui. Ils étaient tous les deux seuls dans la rue. Puis il se rapproche de lui et demande s'il a un briquet. Aiko répond que non et ils poursuivent leur conversation. Il explique qu'il était plutôt sympa. Et il précise que dans le village où il vivait, tout le monde était sociable et se connaissait. Alors même s'il ne le reconnaissait pas, c'était possible qu'il se soit fréquenté de vue ou qu'il se soit déjà vu. Sauf que sans prévenir, l'homme a commencé à mettre sa main sur son épaule. Aiko l'a retiré et l'homme lui a demandé s'il voulait venir chez lui. Il a répondu que non et qu'il avait 15 ans, qui était faux mais crédible. Et l'autre lui a alors dit « Oh, dans ce cas, je vais te montrer quelque chose que tu ne dois pas connaître. » Mon Dieu. La phrase du gros dégueulasse. Aïe 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 aïe. Wow, c'est dur, c'est dur. C'est dur à lire, franchement, c'est dur. Il lui a dit, tu vas découvrir quelque chose que tu ne connais pas.
Genre il s'est pas dit il a 15 piges. Non, il s'est dit il a 15 piges, je vais lui montrer quelque chose qu'il connaît pas. Putain, mais c'est quel genre de gars ça? Bref, il a refusé et il a accéléré le pas pour le dépasser et il lui a fait signe qu'il voulait courter la conversation. Cependant, il le voyait s'approcher de plus en plus de lui. Et du coup, petit à petit, Aiko s'est mis à trotter, puis à courir. Et finalement, Aiko s'est retrouvé à sprinter et l'autre qui le poursuivait en courant. Il a couru à travers champs car il n'était pas éclairé et a tracé vers la forêt. Il s'est alors caché dans la forêt et il entendait encore ses pas dans le champ. Ça le stressait et le terrifiait. Il est resté dans la forêt caché pendant plusieurs heures, de minuit à 2 heures du matin, il pense. Il était terrorisé. Il entendait tous les bruits de la forêt. Il pensait à chaque fois que c'était cet homme. Finalement, il est rentré chez lui en longeant les champs. Il pensait ne pas réussir à s'endormir, puis il avait tellement peur que l'homme ait pu le suivre chez lui. Finalement, c'était l'inverse. Il a dormi pendant plus de 12 heures. Le lendemain, pour se rendre en ville, il a pris le même bus, car il ne possède pas de voiture. Le problème, et il espère que ce qu'il dit ne sera pas interprété comme raciste, et il demande d'avance qu'on le pardonne, mais il a encore du mal à différencier les visages occidentaux, surtout lorsque les personnes ont un certain âge. Ah bah oui, c'est raciste, super, bravo l'intégration. Hein. Nous, on vous différencie très bien les Asiatiques. Hein. Quand on vous voit, moi, quand j'en vois dans la rue, je saurais différencier. C'est pas vrai. On se fait la même réflexion en fait, nous. Voilà. C'est marrant en fait, je me dis, au final, nous on se fait la même réflexion en se disant ah, les Asiatiques ils se ressemblent tous, et vous vous dites les Occidentaux ils se ressemblent tous. C'est ouf quand même parce que genre j'ai pas l'impression qu'on se ressemble tous. Et du coup, c'était vraiment un truc genre dans notre tête, une habitude quoi. C'est un truc de baiser. Je trouve ça ouf. Vous avez pas appris un truc de ouf là? Moi si, content. C'est sacrément con. Ouais. C'est pour ça que vous m'aimez, hein? Non? Ok. Bref, je rigole, calmez-vous, hein. Tout ça c'était pas du racisme ni pour lui ni pour moi, voilà, je dis juste la vérité. Donc il avait l'impression de le voir partout et il est encore à ce jour terrorisé, même s'il a déménagé pour d'autres raisons, mais ça a tout de même contribué. Voilà, il espère simplement ne jamais le revoir. Et j'espère que tu le reverras jamais non plus, ce mec avec sa phrase vraiment de dégueulasse. Putain, il y a vraiment des mecs de 50-70 piges, genre c'est des darons, genre c'est mon père, qui lâche des dingueries comme ça. Je sais pas. Bref, on passe à la prochaine. Cette prochaine histoire, c'est celle de Sandra, et elle ne sait pas exactement pourquoi elle nous raconte cette histoire maintenant. Elle en a peut-être encore besoin car elle ne comprend pas exactement ce qui s'est passé. Il y a 1 an et demi, elle faisait son stage de M1 dans une ville du nord de la France. Bien qu'elle avait fait ses études dans cette ville cette année-là, le Covid et tout ce qui va avec ne lui avaient pas permis de vraiment se faire des amis ou de découvrir les environs. Cependant, pendant son stage, elle a eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes, notamment un gars avec qui elle a commencé une relation. Ce qu'elle va nous raconter, du coup, se passe au mois de juillet. C'était le début de l'été. Mais ce qui la tracassait le plus, c'était surtout sa soutenance de stage. Elle explique qu'elle est d'un naturel très anxieux, et cela se décuple avec les oraux. Elle a tendance à faire des crises de panique avant, alors vous vous doutez bien que le week-end avant sa soutenance, qui était un lundi matin, elle n'avait pas du tout dormi. Elle avait toujours fonctionné de cette façon avec les partiels, elle ne tenait que par le stress et le sucre. Dès qu'elle en arrêtait un de ces deux, elle s'effondrait. Par chance, tout s'était bien passé et elle devait passer la soirée avec son copain de l'époque. Elle était aux anges, mais avec le stress redescendu, elle commençait à ressentir les effets de la fatigue. Une petite ellipse du coup jusqu'au soir où elle est avec son copain, elle le rejoint et ils passent la fin de l'après-midi ensemble. Lui reçoit un appel vers 20h, s'excuse puis va dans sa chambre. Et il revient livide, en pleurs, et lui dit qu'ils doivent rompre. Pour le coup, elle ne comprend pas, elle essaie d'avoir des explications et il craque et lui annonce qu'il a une copine depuis des années et qu'il la trompe avec elle. Voilà, bon bah c'est ciao, hein, y a pas besoin de pleurer, pas besoin d'être triste, c'est un grand culé, voilà. Bye bye. Pour elle, sur le coup, c'est une véritable, déjà, histoire d'horreur. Et c'est pas juste ça qui va se passer, hein, je vous rassure, c'est bien pire. Et pour bien vous remettre dans le contexte et récapituler, elle n'a donc pas dormi depuis plus de 72 heures, elle n'a pas mangé depuis 48 heures, elle est en manque de sucre et la personne qu'elle aimait de tout son cœur lui annonce qu'il était en couple et qu'il allait la rejoindre. Voilà. Ça n'a pas la bonne ambiance, hein. Elle commence alors à se sentir faible, elle explose en pleurs, elle ne comprend pas, la scène semble surréaliste, mais il la presse de sortir de chez lui pour qu'il prenne sa voiture et qu'il s'en aille. Elle se retrouve donc vers 20h30, un soir d'été, en pleurs, effondrée dans la rue, devant l'appartement de ce qui est maintenant son ex, épuisée physiquement par la fatigue et psychologiquement par l'annonce. Elle reste comme ça pendant environ 30 minutes, incapable de bouger. Elle essaie de se raisonner, mais son cerveau en est incapable. Et puis, quelqu'un en BMW s'arrête à son niveau. Il faisait une tête de plus qu'elle et il lui demande si elle a besoin d'aide. Elle répond par la négative, il s'approche d'elle, lui prend la main et lui pose des questions assez banales comme son prénom, son âge, etc. Il se présente, il s'appelle Alex et il vient d'Arménie. Il est là pour les vacances. Et puis, il commence à lui poser des questions sur la raison de son état. Elle lui explique vaguement qu'elle vient de rompre et lui dit qu'il va casser la gueule au mec. Elle n'est pas capable de répondre. Elle a juste envie de partir car elle sent que quelque chose d'étrange est en train d'arriver. Mais elle a du mal à se raisonner, elle est toute embrumée. Elle se relève quelques minutes plus tard et essaie de partir. Il lui propose alors de la raccompagner en voiture, ce qu'elle refuse. Elle commence à partir alors, mais il la rattrape par la main. Elle le secoue pour se libérer et continue d'avancer, mais il la rattrape
et la suit à nouveau. Elle a de plus en plus peur et elle se demande si c'est juste son état de fatigue. Non, c'est pas juste son état de fatigue, là il y a un problème. Elle se demande aussi si c'est le fait que le soleil commence à sombrer progressivement ou est-ce que c'est parce que l'individu la suit? Elle est vraiment perdue. Et puis, sans trop qu'elle sache comment, il lui reprend la main et elle lui demande d'arrêter. Mais il continue avec des paroles mielleuses. Elle a déjà eu le droit en tant que femme dans la rue à des phrases de drague, des comportements déplacés, mais là, ça dépasse ce qu'elle avait vécu par le passé. Elle se sent de plus en plus faible et bientôt, elle n'arrive plus à lutter, ni contre lui, ni contre son état. Elle sait qu'à tout moment, elle peut s'écrouler. Comme dit précédemment, elle n'a aucun vrai contact dans la ville, personne qu'elle peut appeler pour l'aider. Il recommence à lui parler, lui propose qu'ils aillent manger ensemble, qu'il lui offrira ce qu'elle veut, etc. Elle refuse à nouveau, elle lance des regards à droite et à gauche, des appels à l'aide aux passants, mais rien, personne ne bouge. Bravo, bravo, bravo. Je le dirai jamais assez, mais bravo. Hein. Voilà, je peux pas dire autre chose. Hein. Les passants, bougez votre putain de cul en fait. Juste un truc, il faut une personne. Juste une personne qui se bouge et tout le monde se bougera. C'est l'effet mouton, c'est comme ça, mais il faut un berger, s'il vous plaît. Faites quelque chose, surtout quand une fille a besoin d'aide. Ou n'importe qui, on s'en fout, une fille ou n'importe qui. Et putain, ça me rend fou. Ça me rend fou. Il la prend alors dans ses bras et commence à caresser son corps. Elle veut le repousser mais elle est faible et comme il le lui fait si bien comprendre, il va à la salle et surtout, il était connu dans toute la ville pour être quelqu'un de violent et qu'au besoin il pouvait casser la gueule de celui qui l'avait fait pleurer. Elle est alors totalement terrifiée et elle se laisse plus ou moins faire. Au même moment, elle se rend compte de la situation pour les gens autour. Elle se dit qu'elle est une gamine d'une petite vingtaine d'années, en pleurs, en jupe d'été, dans les bras d'un mec de 40 ans qui n'a aucun lien physique avec elle. Elle sait ce qu'il pense. Je vous la fais courte, ils doivent penser que c'est une prostituée, voilà, pour un mec de 40 piges, voilà. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ceux du fond, voilà, je suis là, vous inquiétez pas, je vous explique toujours tout, moi je suis là. Il lui propose alors de l'accompagner en voiture une nouvelle fois. Elle refuse encore et encore, mais cette fois, il lui tient fermement le poignet. Elle veut courir, s'enfuir, mais elle en est incapable. Elle sent sa tête tourner et elle sent qu'il lui reste peu de temps à tenir. Elle lui demande de la laisser tranquille une dernière fois, mais elle sent qu'elle va craquer, elle est terrifiée. Vous savez quand votre mère vous dit de ne jamais monter dans la voiture d'un inconnu? Écoutez-la. Pourquoi? Eh bien parce qu'il est maintenant 21h37 lors de cette histoire et ça fait 1 heure qu'elle lutte dans la rue. C'est long, très long. Et son corps a atteint sa limite. Elle accepte donc de monter dans sa voiture. À vrai dire, elle explique que ce n'est pas vraiment un oui. Elle a juste peur de s'évanouir ici et qui sait ce qu'il lui ferait. Elle a à peine le temps de s'attacher qu'il démarre sans lui demander son adresse. Il lui dit juste une phrase, tu peux appeler les flics si ça te rassure. Ça peut paraître étrange mais ce fut la phrase qui lui fit vraiment comprendre que quelque chose n'allait pas. Qui conseille ça? Et surtout pour leur dire quoi? Qu'elle a accepté de monter dans la voiture d'un inconnu? Elle pense et elle en est même sûre avec le recul que ce n'était qu'une technique pour la mettre en confiance. Car il savait qu'elle ne les appellerait pas. Elle voit la voiture rouler encore et encore, de plus en plus vite, au-delà de la recommandation dans la ville. Et ils arrivent au niveau de la gare. Une voiture de sport s'arrête à leur niveau, au feu. Elle essaie de sortir à ce moment-là, mais la porte est fermée. Un jeune, sensiblement de son âge, est au volant. Il parle par vite interposé avec des signes. Elle ne comprend rien, si ce n'est qu'Alex la désigne et dit juste « on voit ça plus tard » en baissant sa vitre. C'est les seules paroles de la discussion qu'elle a pu comprendre et percevoir. La voiture accélère de nouveau et reprend son chemin vers la sortie de la ville. Elle voit le panneau se rapprocher encore et encore. Il continue de lui proposer d'aller manger, boire un coup et de lui acheter ce qu'elle veut. Et ensuite, il lui propose même de quitter son job et lui dit qu'il lui en trouvera un. Oui, non, mais carrément. Bon, allez, on y va, hein, c'est pas grave. Moi, je viens de te rencontrer dans la rue, je t'invite à manger, je t'achète ce que tu veux. Allez, au fait, quitte ton job et moi, je t'en trouve un. Ouais. On connaît le job que tu vas lui faire faire. Hein. Elle va vraiment finir sur le trottoir et là, il y aura plus de doute pour les passants. Elle sera vraiment ce que les gens pensent d'elle. Pardon, je suis parti en couille. Et après qu'il lui ait proposé un job et qu'il lui a dit de quitter le sien, elle sent la main d'Alex sur sa cuisse qui remonte sa jupe. Elle a peur. Elle est totalement terrifiée, elle décale ses jambes, essaie plusieurs fois de lui indiquer la route, mais rien. Il ne l'écoute pas, et il insiste pour qu'ils mangent ensemble. Elle refuse encore une énième fois, et il lui tend alors une boîte de chewing-gum, qu'elle refuse. Mais à ce moment-là, il insiste encore et se montre cette fois violent, et la force à en prendre un. Elle a peur. Mais sans doute encore une fois, par la fatigue entière qu'elle ressent, elle accepte. Elle prend le chewing-gum et il vérifie qu'elle le met bien en bouche et tourne la tête seulement à ce moment-là. Elle se dit sans doute la seule phrase cohérente depuis le début de la soirée. Quoi qu'il arrive, tu ne croques pas, qu'importe ce qui se passe. Tu ne mâches pas et à la moindre occasion, tu le jettes. Ça devait faire maintenant 10 minutes qu'elle était en voiture. Elle se souvient d'une fonctionnalité sur les téléphones, le SOS. Mais elle sait que personne dans cette fichue liste de SOS, sa sœur ou ses parents, ne pourrait lui venir en aide. Mais lui ne le savait pas. Elle presse alors le bouton d'urgence plusieurs fois et elle voit le numéro de sa sœur, le numéro du SAMU et de la police qui s'affiche. Elle relève les yeux et lui fixe son téléphone. Il l'a vu. Elle redemande lentement de prendre la route à gauche pour aller chez elle et il tourne. Miracle. Elle ne sait pas trop pourquoi il a tourné, mais en tout cas pour l'instant il l'a fait. Elle lui montre alors le chemin depuis Maps. Il suit la bonne direction, le virage d'après, puis accélère de nouveau dans une autre direction en lui disant qu'ils allaient manger ensemble juste à côté. Elle represse le bouton d'urgence et lui dit de suivre ses indications. Elle hurle qu'elle veut juste rentrer chez elle.
et lui l'écoute. Cependant, elle refuse de lui donner son adresse exacte. Elle veut juste être déposée à la fois assez près pour courir au besoin et assez loin pour ne pas qu'il voie la direction de sa résidence. Après 15 minutes, ils arrivent donc dans une rue passante, non loin de chez elle. Elle lui demande de s'arrêter et il obtempère. Elle s'apprête à sortir mais la porte est toujours verrouillée. Elle se retourne vers lui et il lui demande d'échanger leur numéro. Elle veut juste sortir. Alors elle accepte en disant qu'elle n'enverra juste pas de SMS pour qu'il ne connaisse pas son numéro. Mais lui la force à l'appeler. Elle le fait évidemment à contre-cœur, vu qu'elle est coincée là. Il lui dit que c'est dommage car il avait le job parfait pour elle et bien payé pour un travail qui fournit du plaisir. On l'avait deviné depuis le début. Il appuie sur le bouton pour déverrouiller la porte. Elle se retourne et s'apprête à s'élancer quand il dépose sur sa tête une casquette BMW avec de grosses traces de sueur sur le tissu. Et il lui dit « Ce sera pour le souvenir de ma charmante compagnie. » Elle s'en fiche. Sur le moment, elle veut juste sortir. Et elle se sauve. Elle tourne dans la rue, s'assure qu'il ne soit pas là et s'engouffre dans l'immeuble. Elle crache le chewing-gum, ressort du bâtiment où elle s'était réfugiée et rentre chez elle. Arrivée dans son lit, elle s'écroule une nouvelle fois en pleurs. Et elle tombe de fatigue quelques minutes après. Elle a eu peur, certes, qu'il se passe quelque chose, mais quelques semaines après, elle a encore plus de questions. De 1, il l'a appelé plusieurs jours de suite, plusieurs fois, et il lui a envoyé même des SMS. Et elle a vu sa voiture rôder dans les alentours pendant plusieurs semaines. Que lui veut-il? 2, son numéro de téléphone à lui ne correspond d'après l'annuaire en ligne ni au nom qu'il lui a donné, ni au lieu de résidence. Il est environ à 4 heures de route. 3, elle a découvert que quelques mois plus tard, un réseau de proxénétisme tenu par des Arméniens a été démantelé dans cette ville. Et 4, même si elle a bloqué son numéro, Snapchat lui propose de le rajouter en ami. Son pseudo est femme-du-bas XXXXXXX. Les X remplacent la suite du pseudo pour éviter qu'on puisse le retrouver évidemment. Elle ne sait pas quel était son but. Était-il vraiment juste gentil et peut-être le décalage culturel le rendait étrange? Mais avec les caresses un peu trop intimes, elle refuse de croire que c'était juste de la gentillesse. Et en effet, moi aussi je refuse d'y croire. Hein. Mais aussi, pourquoi l'avait-il forcé à manger un chewing-gum? Que lui voulait-il réellement? Waouh, le truc de fou. À mon avis, je ne sais pas comment elle a fait, mais elle s'est sortie d'un sacré pétrin. Et oui, j'utilise le mot pétrin, j'ai 90 ans. Y'a quoi? Oh, la dernière histoire était vraiment horrible. Sandra, tu as eu de la chance de t'en sortir, vraiment. Courage à toi. Et vous avez préféré quelle histoire? Dites-le moi en commentaire. Et puis abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive dès le 1er décembre et jusqu'au 25 décembre. Et oui, pour ceux qui étaient là l'année dernière, vous vous en doutez. Mais cette année, on va step up un peu sur le contenu et les surprises. Pour les autres, abonnez-vous vraiment pour ne rien manquer. Vous ne serez pas déçus. Et sur ce, la famille, moi je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou. Kiss.